Et donc on démarre avec l'énergie et Sébastien Clerc. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le patron de Voltalia, donc j'appelle voilà, le titre, là, vous le voyez sur l'écran, croissance de l'énergie verte. C'est l'énergie... Alors je vais poser ma question telle que je la sens. Voilà. Est-ce que cette transition énergétique à marche forcée ne met pas en danger notre sécurité énergétique, notre approvisionnement en électricité? Alors, en Europe, sûrement pas. Dans les pays émergents où la consommation d'électricité augmente, c'est un sujet. Mais en Europe, quand on fait une nouvelle centrale éolienne ou solaire, le reste du temps, nos centrales existent toujours. Donc aujourd'hui, on décide de fermer du nucléaire. Alors, quand on décide de fermer pour mettre à la place des énergies dites non pilotables, c'est ça la grande clé, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre en danger? Alors, ce serait le cas si on les fermait avant qu'on ait mis en œuvre les solutions pour y faire face. Mais vu le temps que ça prend pour reconstruire la totalité de notre système électrique, ce moment-là est éloigné en Europe. Il est beaucoup plus proche dans les endroits du monde où la consommation d'électricité augmente. Les pays émergents, la Chine, peut-être même des pays riches où la croissance économique est plus forte qu'en Europe. Aux États-Unis, enfin, je ne fais pas de prévision, mais en tout cas, historiquement, la croissance démographique et donc économique était plus forte. Et ils ont un sujet en Californie, c'est très clair. Voilà. Et donc, pour nous, Européens, on verra ce problème arriver sans doute 10 à 20 ans après que les autres l'aient résolu. On a encore du temps. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas une conséquence, par exemple, de cette transition à marche forcée, notamment en Allemagne, parce que le réseau européen, il est interdépendant, surtout le réseau au centre-nord de l'Europe, là où on est. La fermeture d'une centrale nucléaire, Fessenheim en l'occurrence, Fessenheim, représente une fraction des fermetures temporaires, mais beaucoup plus nombreuses, des centrales qui sont actuellement en cours de maintenance. Maintenance retardée par le coronavirus, et aussi, c'est un véritable défi de faire Donc, il ne faut pas mélanger les problèmes. Et si notre portefeuille de centrales européens, nucléaire, gaz, charbon, il y en a de moins en moins, mais enfin, lui, c'est le premier qui va se réduire. Eh bien, si ce portefeuille de centrales continue d'être maintenu normalement, on ne fait qu'ajouter des capacités supplémentaires. Donc, le problème se posera. C'est un des principaux challenges auxquels auront à faire face nous-mêmes ou nos successeurs, parce qu'encore une fois, il y a un certain temps. Mais le laboratoire, aujourd'hui, il existe. Il est au Brésil, en Afrique. En Afrique, quand vous rajoutez la croissance de consommation est très forte en Afrique. Absolument. Et donc là, ils sont en train de faire face à ces problèmes aujourd'hui. Plus ou moins bien d'ailleurs, c'est pas facile, mais nous, on aura le bénéfice de cette expérience. Alors, chiffre que j'ai lu ce week-end, donc je savais que vous veniez, c'est absolument parfait. RTE et Enedis, donc les gestionnaires du réseau, constructeurs et gestionnaires du réseau, nous disent que sur 15 ans, il va falloir 102 milliards d'euros, 102 milliards, pour adapter en fait notre réseau à ces énergies nouvelles. Parce qu'elles sont non pilotables, parce qu'on a du mal à en prévoir la puissance. Attention, 102 millions 102 milliards sur 15 ans. Pour l'adapter et pour faire la maintenance du réseau, toutes choses égales par ailleurs. C'est le chiffre total que vous avez là. Et on n'a pas eu la distinction entre les deux. Attention, parce qu'évidemment que sur 15 ans, maintenir un réseau électrique coûte de l'argent. Et la distinction entre les deux n'a pas été donnée. Néanmoins, mais vous avez aussi raison de dire qu'il y a une adaptation et qu'elle va coûter de l'argent. Mais cette adaptation reste, à mon sens, d'abord modérée, puisque le gros avantage des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont scalable, et donc vous pouvez aller mettre une petite centrale solaire là où il y a de la capacité réseau. Et plutôt que de faire venir un câble électrique... Faut-il qu'il y ait du soleil, quoi. Mais ça, là, on se parlait du réseau. Oui, mais vous dites, on peut aller mettre la centrale là où... Je comprends bien, ce serait très pratique. Mais encore faut-il que... Mais vous avez raison, mais vous revenez au premier sujet. Sur celui du réseau, mais on peut y revenir aussi. Mais sur la question du réseau lui-même, du transport, réseau de transport, lui, là, c'est plus une question de capacité de produire de l'électricité de la nuit quand on a des panneaux solaires, c'est une capacité d'avoir des fils électriques. Et ces fils électriques supplémentaires,
qu'il faut avoir pour aller là où il y a une centrale solaire ou là où il y a une centrale éolienne représente un coût, mais ce surcoût est très inférieur à l'économie que représente la production d'énergie renouvelable, qui arrive maintenant à être incroyable, plusieurs fois moins cher que les sources d'électricité classiques. On ne s'en rend pas compte en Europe, parce qu'en Europe, le marché de gros de l'électricité, qu'on voit sur notre écran dans vos... Tout à fait. Reflète le prix nécessaire pour rentabiliser les centrales qui sont déjà amorties. C'est vrai. Aucune centrale gaz ou nucléaire peut se rentabiliser au prix de gros sur nos écrans que l'on voit. Aucune. Et donc, quand on dit qu'il faut aider le secteur renouvelable dans des pays européens, ça veut dire qu'il faut combler le gap entre... Sébastien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, parce que c'est évidemment la question qui allait suivre, ensuite on parlera de Voltalia, je vous rassure, mais ça m'intéresse énormément. Si je vous avais dit on prend ces 100 milliards et on se construit une dizaine de réacteurs nucléaires, est-ce que c'est pas mieux et pour l'approvisionnement énergétique de la France et pour décarboner la planète? Vous me dites non, on n'en a pas les moyens, en fait ce serait hors de prix. Ça coûterait plus cher. Ça coûterait plus cher. Et ce n'est pas à dire d'experts que je dis ça. Il y a des appels d'offres lancés par des États dans le monde entier. Il y a de la concurrence de tout le secteur privé. Et on regarde les différences. Alors en France, on se parle de nucléaire. Allons-y. Le dernier appel d'offres de ce type, c'est celui de la centrale fameuse de Hinkley Point au Royaume-Uni, dans lequel la concurrence a été mondiale. Les Asiatiques, les Américains. À la fin, c'est les Français qui ont gagné. Oui, tout à fait. Le prix de l'électricité représente à peu près 107 € du mégawattheure sur un contrat de 35 ans. 107 ? Plus l'inflation. C'est ça le résultat. Aujourd'hui, vous faites... Le moyen, il est à combien là? 20-25 € le mégawattheure? Non, plutôt 40. Plutôt 40. Voilà. Il est remonté à 40 Oui. D'accord. Même là, ces derniers jours... Oui, il est monté à 1000. Mais si on regarde le forward, dans ces eaux-là... Plutôt à 40 € le mégawattheure. C'est ça, même un peu au-delà. Et quand vous regardez les derniers appels d'offres pour de l'électricité renouvelable, que vous pouvez voir en France, mais aussi dans d'autres pays, on voit des prix qui sont entre... les plus hauts sont aux environs, c'est ça, de 50 € du mégawattheure, et les plus bas sont à moins de 20 € du mégawattheure. Oui, mais sans le stockage. Certes, mais... Sans le système, c'est la fameuse phrase, il faut que le train de 8 heures parte à 8 heures. Il ne faut pas qu'il parte à 8 heures s'il y a du vent ou s'il y a du soleil. Alors vous avez raison, et pour autant, pendant qu'il y a du vent et du soleil, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cette économie quand même d'un facteur 2, 4 dans certains pays, 8 profitons de cette différence. Pendant qu'il y a du vent et du soleil. C'est comme les gens qui diraient... de cette différence pour faire quoi? Tout à l'heure, vous allez voir des gens qui vous parlent d'aviation. C'est comme si on disait, les low cost, c'est bas, mais seulement à certaines heures de la semaine. Donc, interdisons les low cost. Ben non, profitons-en. Alors, profitons-en pourquoi? Parce que pendant les heures où il y a du vent et du soleil, l'électricité est moins chère. Le reste du temps, elle est comme d'habitude. Ah, pour baisser les prix alors? Oui. Si le renouvelable coûte moins cher... Le système est déjà assez compliqué comme ça, vous allez le rendre encore plus compliqué alors. Non, mais c'est en tout cas, pour pousser à la consommation? Non, pas pour... Tout simplement, une centrale renouvelable fait de l'électricité moins chère qu'une centrale classique. À certaines heures de l'année. Voilà. Pendant ces heures-là, profitons de la baisse du coût. Il y a pas, on oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je comprends. On cherche toujours à opposer les unes et les autres. Vous ne les opposez pas. Mettons-les ensemble et profitons de ce que nous apporte chacune de ces énergies. Et cela va être relativement facile tant que nos centrales historiques, classiques, seront toujours en fonctionnement. Et le jour où elles seront en fin de vie technique, on aura le problème qui se pose d'ores et déjà aujourd'hui dans les pays émergents, où on dit, dans ces pays émergents, on dit notre consommation d'électricité augmente. Il faut faire une nouvelle centrale. Qu'est-ce qui est le moins cher? Le renouvelable. Donc, on fait du renouvelable. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Ce problème-là, eux l'ont déjà. Nous, ça mettra 10 à 20 ans avant qu'il ne se pose. Sébastien, c'est mon autre question. Voltalia, donc puissance en exploitation et en construction, 1,3 gigawatts, c'est ça? C'est ça. Donc, ça, c'est une tranche EPR. Une belle tranche. Nucléaire, voilà. C'est 900 mégawatts Fessenheim, justement, quand on en parlait. Et donc, c'est une belle tranche nucléaire. Comment est-ce qu'on peut être une ETI? Dieu sait qu'on les vénère sur Bismarck, dans ce secteur ultra-capitalistique. Est-ce qu'il y a de la place pour des ETI? Il n'y a que ça.
Il y a principalement ça, je dirais. Le renouvelable, c'est un secteur bien plus entrepreneurial que Total, celui des Engie débarquent en fait sur votre terrain. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a que ça. Mais les majors sont en train de débarquer sur votre terrain. Alors, vous avez quelques pétroliers, vous avez des utilities, et puis vous avez beaucoup de fonds d'infrastructure qui aujourd'hui dominent de la tête et les épaules les utilities en termes de capacité installée mondiale. Mais tous ces acteurs ont besoin d'ETI pour rendre possible ces centrales. Quand vous arrivez d'un monopole public, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, et que vous arrivez auprès d'un village avec 37 agriculteurs dont vous avez besoin de négocier le terrain, Je comprends. pas facile. Et donc, etc. Les etc. gars de Total qui avaient l'habitude de travailler avec le roi d'Arabie Saoudite, c'est vrai que ça doit leur faire bizarre. Oui, et puis même vous dites, je switch chez, si c'est pas Total Non, ou mais un je autre, comprends c'est très parfaitement. difficile à Ouais, faire. absolument. Et donc, toute la grande majorité des capacités installées mondiales sont détenues par des gens qui ne les ont pas développées eux-mêmes et qui les ont rachetées à qui ? À des entreprises plus entrepreneuriales comme Voltalia, qui en conservent une partie. On conserve ces 1,3 gigawatts, dont 1 gigawatt qui tourne et 300 mégawatts qui sont en construction. Et vous en avez 8,5 en projet, c'est ça ? 8,5 en projet. Et ben, vous voyez, là, en peu de temps, finalement, si on compare par rapport à Flamanville, on aura fait plus d'augmentation de capacité qu'EDF en France, puisque ça aura pris 15 ans. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des nouvelles centrales qui se raccordent à un réseau dans le monde, c'est du renouvelable, parce que c'est moins cher, et aussi parce que les gouvernements poussent pour. Mais dans beaucoup de pays qui ont moins de moyens financiers que les Européens, c'est juste parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et pour arriver à rendre ces centrales possibles, vous avez des entreprises plutôt de taille moyenne. Et parmi ces entreprises, il y en a qui n'ont pas d'accès aux fonds propres et qui se contentent de développer et de revendre au bout de quelques années de développement, une fois sur plan, à des fonds, des utilities ou autres. Et puis, vous avez certaines entreprises qui, comme Voltalia, ont un accès aux capitaux propres et à la dette d'excellente qualité et qui conservent ces centrales sur leur bilan. Et donc, sur ces 8,5 gigawatts, quand on dit portefeuille de projet, c'est à quelle échéance ? Les 8,5, un projet, ça prend 4 à 8 ans à développer avant la pose de la première pierre. Et donc, nous, ça fait 15 ans qu'on les développe, donc on arrive à un rythme de matérialisation assez élevé. Et sur 2020, c'est peut-être dans les chiffres que vous avez là, en 2020, on a remporté pour un peu plus de 1 gigawatt de nouveaux contrats de vente d'électricité pour alimenter la croissance future. En un an, on a obtenu plus de contrats que ce qu'on a mis 15 ans à assembler pour notre propre portefeuille que l'on détient. Donc ça veut dire qu'on est sur une accélération. Mais extraordinaire. Extraordinaire. Et qui va durer des décennies. C'est comme les chemins de fer au 19e siècle. Ça prend longtemps de refaire tout un système électrique. Et on n'est qu'au début de ce phénomène. Mais vous ne croyez pas qu'à un moment quand même, oui, mais comme vous le dites, c'est comme les chemins de fer, donc peut-être dans 10 ans, parce qu'à la fin, les chemins de fer, ça a commencé avec des aventuriers, et puis à la fin, c'est quand même le gros capital qui... On verra. On verra parce que vous avez raison sur les chemins de fer, mais par contre, dans l'immobilier, le numéro 1 mondial de l'immobilier, il a 0, quelque chose % du marché mondial. Vous avez raison. Dans le monde des utilities, la première utility mondiale, elle a combien de parts de marché mondial ? C'est rien. 1%. Ouais. Même pas. On le voit là avec la fusion Suez-Veolia, où on se retrouve même, eux, fusionnés, avec des parts de marché mondiales en fait, qui sont très très réduites. Mais ça veut dire que sur ces 8,5 gigawatts, il y en a une partie qui a vocation à être cédée à un gros acteur à un moment, justement, pour refaire la trésorerie et le circuit de capital de Voltalia. Il y a un mouvement de consolidation qui existe, mais comme on est dans un secteur jeune, au fur et à mesure qu'il y en a qui se font racheter, ils se recréent. C'est souvent d'ailleurs les mêmes qui, après s'être fait racheter, recréent quelque chose quelques années plus tard. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Et la bourse comprend la machine, là, maintenant, c'est ça parce que ça a été une histoire très compliquée. Ah, mais quel plaisir qu'elle le comprenne. Chez Voltalia, on a fait notre IPO en 2014, à une époque où il n'y avait pas d'acteurs, aucun. Et j'ai choisi, malgré tout, ce côté à Paris, parce que je pense qu'on a une culture d'infrastructure fantastique sur le marché de Paris. Alors, infrastructure, ça peut aussi être les autoroutes de Vinci ou ADP ou que sais-je. Et puis, il manquait le volet renouvelable, alors qu'il se développait dans d'autres pays. Et après quelques années, maintenant, il y a une vraie compréhension, enfin, le cours de bourse le reflète, une vraie compréhension. Et je pense que les investisseurs
comprennent cet enjeu qu'il y a maintenant cet enjeu économique majeur qui vient d'un enjeu sociétal, environnemental majeur. Mais en tout cas, maintenant, on comprend que c'est un enjeu économique majeur. Je voulais finir là-dessus, c'est le symbole de tous les symboles. Si j'ai bien compris, vous allez approvisionner en énergie une partie de la City, c'est ça, de la City de Londres. Bon, voilà. Parce que allez à Jacta Est, Itemissa Est plutôt. Voilà. La messe est dite quand même sur un coup pareil. Hein. C'est ça. Parce qu'eux, ils ont besoin de faire baisser leur bilan carbone, j'imagine. Et que ça leur coûtera moins cher du kilowattheure. Donc ils ne vont pas s'en priver. C'est à la fois c'est une réalité sur laquelle ils vont pouvoir communiquer sur leur bilan carbone, mais c'est une réalité. La City de Londres, en signant ce contrat avec Voltalia, va rendre possible la construction d'une nouvelle centrale solaire de 50 MW que l'on va bientôt construire. Et c'est gagnant-gagnant. Merci Sébastien. Sébastien Clerc, donc le patron de Voltalia, était notre premier invité sur Bismart.